Salam alaikum. Je vous enregistre cette vidéo pour vous parler du mini-projet, pour vous donner plus de détails sur la façon de sa réalisation. Donc le plan de cette présentation est le suivant. D'abord, je vais vous parler du type d'application que vous allez réaliser. Ensuite, je vais vous donner un exemple d'un mini-projet ou bien une idée d'un mini-projet sur lequel je vais vous expliquer comment ça se passe. Ensuite, nous allons parler du MCD et du MLD, c'est-à-dire pour réaliser notre application, on doit établir le modèle conceptuel de données, puis le modèle logique de données. Ils sont nécessaires pour notre projet. Ensuite, nous allons déclarer ou bien voir quelles sont les structures qu'on va déclarer pour ce mini-projet. Après, nous allons choisir ensemble la structure de données convenable pour ce type de mini-projet ou bien ce mini-projet précisément. En fait, le choix de la structure de données dépend du type du projet que vous allez réaliser. Et finalement, je vais vous donner un exemple d'exécution de l'application. Nous allons commencer par le premier point qui est le type d'application. En fait, vous êtes censé réaliser une application bureau développée avec le langage C. Donc, votre application, c'est une application bureau, desktop. Il y a des gens qui ont parlé d'application mobile ou bien Android. Non, en fait, c'est une application bureau dans laquelle vous allez utiliser uniquement le langage C. D'accord? Deuxième point, c'est que l'application sera lancée sur le terminal. Ok, donc c'est une interface. C'est l'interface terminale que vous allez utiliser pour lancer votre application. Ensuite, il y a une option, il y a quelques-uns qui m'ont parlé de l'interface graphique. Est-ce qu'on doit ajouter du graphique à notre application? En fait, là, il y a un choix. Vous pouvez utiliser la bibliothèque graphics.h. C'est une bibliothèque qui se trouve dans le langage C qui permet d'ajouter des formes et des couleurs à l'application réalisée en C. Donc cette bibliothèque-là, graphics.h, c'est une bibliothèque qui permet d'ajouter des formes et des couleurs à l'application. En fait, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais si vous voulez l'utiliser ou bien avoir un graphique ou bien des couleurs sur votre application, donc vous pouvez utiliser cette bibliothèque. Ok, c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Ensuite, nous allons parler de l'exemple d'un mini-projet. En fait, j'ai pensé à un sujet de mini-projet plutôt facile. Donc, l'idée, c'est on souhaite gérer les opérations d'achat et d'achat de produits par les clients. Supposons qu'on a une société qui va vendre des produits à des clients. Donc, un client va venir à la société pour acheter des produits. Ok, par exemple, le jour J, un jour quelconque, un client va se présenter pour acheter des produits avec des quantités différentes. C'est-à-dire, le client va venir à la société, il va demander, je veux 10 unités du produit A, 5 unités du produit B. Ok, donc chaque produit, il va commander une quantité déterminée. Donc, cela nous emmène vers la création du modèle conceptuel de données et le modèle logique de données. Donc, si on souhaite représenter notre étude, donc on va la représenter de la manière suivante. Donc, voilà le MCD. On a une table client, puis on a une autre table produit, et puis une association, une relation de type association entre la table client et produit. Donc, la table client a les attributs suivants, bien les propriétés suivantes. Dans la table client, j'ai le code client, j'ai le nom. Par exemple, le code il est de type int, le nom du client, chaîne de caractères, le prénom du client aussi, c'est une chaîne de caractères. Et finalement, il y a le téléphone. OK? Ensuite, il y a la table produit dans laquelle j'ai le code du produit, la désignation, c'est-à-dire le nom du produit, le prix d'achat et le prix de vente. Donc là, si vous avez fait la remarque, j'ai ajouté à côté du code un nom qui signifie, ou bien qui explique, qui complète la signification du code.
En fait, si je parle du code qui concerne le client, donc je vais ajouter code client. Si je parle du code qui concerne le produit, je vais faire code produit. Ça, c'est uniquement pour différencier les noms des attributs. OK? Donc voilà les deux tables. Et puis j'ai une association entre les deux. Donc un client va acheter un produit. Donc les associations sont toujours des verbes à l'infinitif. OK? Donc un client va acheter un produit. Donc il peut acheter un ou bien plusieurs produits. Et un produit peut être acheté par un ou bien plusieurs clients. C'est pour cette raison que j'ai utilisé les cardinalités un, n des deux côtés. Et puis pour les attributs, donc là, l'association acheter, je vais ajouter certains attributs pour différencier un achat d'un autre. Donc je vais ajouter la propriété date parce qu'un client, il peut acheter le même produit, mais dans des dates différentes. Je vais ajouter la date. Donc avec la date, je peux différencier un achat d'un autre. Si je ne mets pas la date, c'est comme si le client va toujours acheter le même produit. Ok, donc pour différencier les achats réalisés par le client, je dois préciser dans quelle date ce client a acheté ce produit et aussi la quantité achetée. Par exemple, un client va acheter un produit à la date J par exemple, et chaque produit, il va acheter une quantité déterminée. Donc voilà le MCD. Et puis le MLD. Donc là, vous avez cardinalité 1N, 1N. Donc la relation d'association va devenir une table. Je vais créer une table association qui s'appelle acheter. Et puis, je vais mettre dedans les clés primaires des deux tables. C'est-à-dire, je vais mettre le code du client et puis le code du produit. Et je vais ajouter les attributs de l'association, c'est-à-dire la date et la quantité. D'accord? Donc là, vous pouvez utiliser cette relation, bien ce sujet, ou bien vous pouvez vous inspirer de n'importe quel exercice que vous avez fait en base de données. Donc vous allez récupérer le MCD et puis le MLD. Donc ce qui nous intéresse le plus, ou bien les structures qu'on va créer, vont se baser sur le MLD. Voilà. Donc le MCD, c'est uniquement un intermédiaire, une étape d'étude qui précède la création des tables. D'accord? Donc l'idée, c'est, vous pouvez prendre n'importe quel exercice que vous avez fait dans le module des bases de données sur lequel vous pouvez faire votre mini-projet. D'accord? Donc après avoir réalisé le MCD et le MLD, maintenant nous allons passer pour voir quelles sont les structures qu'on va déclarer. Donc d'après le MLD, on a 3 tables. Donc là aussi, pour les structures, on va déclarer 3 structures. En fait, ce sont les 3 premières structures, ce sont des structures de base. On peut ajouter d'autres structures, c'est pour faciliter la gestion de notre projet. D'accord? Donc pour les structures qu'on va utiliser, donc il y a la structure client qui a les 4 attributs suivants. Il y a la structure acheté avec ses 4 attributs et la structure produit avec ses 4 attributs. Les voilà ici. Voilà la structure client, la structure acheté et la structure produit. Donc en plus de ces 3 structures, nous allons déclarer d'autres structures pour assurer la liaison entre les différents éléments. Par exemple, on peut ajouter une structure pile si on utilise la structure de données pile. Si vous vous rappelez, dans le cours des piles, on a utilisé une structure qui s'appelle pile dans laquelle il y a le sommet, il y a aussi la taille. Ok, vous vous rappelez. Donc, on peut ajouter d'autres structures en fonction de la structure de données qu'on va utiliser. Okay. Et on peut déclarer une autre structure fil si on utilise la structure de données fil. Donc avec les fils, vous vous rappelez, on a utilisé la taille, on a ajouté les attributs la taille, puis la tête et la queue. On a ajouté 3 champs pour gérer la file. Alors je reprends pour les structures que vous allez utiliser. Donc d'abord, vous allez vous baser sur les tables que vous avez au niveau du MLT. Toutes les tables, ou bien chaque table dans le MLT va être représentée par une structure. D'accord? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en fonction
des structures de données que vous allez utiliser pour gérer votre projet, vous aurez besoin de déclarer des structures nouvelles. Par exemple, si vous utilisez la structure de données pile, vous allez créer une structure pile dans laquelle vous avez les attributs taille, vous avez aussi l'indice ou bien le pointeur du sommet. La même chose pour les fils. Là aussi, si vous utilisez les fils, vous aurez besoin de déclarer une nouvelle structure dans laquelle vous avez l'adresse de la tête, l'adresse de la queue, et puis un entier qui représente la taille, c'est-à-dire le nombre d'éléments que vous avez dans la file. D'accord? Ensuite, nous allons passer pour parler du choix de la structure convenable. En fait, nous avons vu plusieurs exemples de structures de données. Nous avons vu les piles, les fils, les listes simplement enchaînées et puis les arbres. Donc, pratiquement, nous avons vu 4. Donc, chaque type de structure de données peut être utilisé dans une situation particulière. Il y a des cas où il est préférable d'utiliser les piles. Dans d'autres cas, il est préférable d'utiliser les fils. Dans d'autres exemples, il est plutôt souhaitable d'utiliser les arbres. Et dans d'autres cas, vous pouvez utiliser les listes simplement enchaînées. En fait, vous devez bien étudier votre projet, ou bien comment ça se passe, ou bien comment se fait la gestion des données dans votre projet. Comme ça, il vous serait facile de choisir la structure de données convenable. Alors, pour notre projet, la gestion de l'achat des produits, il est préférable d'utiliser une structure de données de type liste simplement enchaînée. Donc là, dans ce projet, il est préférable d'utiliser le type liste simplement enchaînée. Pourquoi? Parce que avec les listes simplement enchaînées, j'ai une certaine flexibilité au niveau de la manipulation des données. Par exemple, si on souhaite faire une suppression, on n'est pas toujours obligé de supprimer l'élément qui se trouve au début, c'est-à-dire dans le cas des fils. Par exemple, l'utilisateur, on va lui demander quel est l'élément que vous voulez supprimer. Donc, c'est l'utilisateur qui va donner les caractéristiques ou bien les informations de l'élément qu'il souhaite supprimer. Il peut être au début, au milieu ou bien à la fin. Ok? Donc, ce n'est pas dans le cas des fils dans lequel on est toujours obligé de supprimer l'élément qui se trouve en tête. Ou bien, avec le cas des piles, pardon, on est toujours obligé de supprimer le dernier élément qu'on a ajouté. Ok? Donc, dans ce projet, il est préférable d'utiliser la structure de données liste simplement chaînée. Maintenant, on va passer à un exemple d'exécution de l'application. Donc, je vais vous donner quelques idées, quelques captures d'écran, bien un ensemble de menus. Voilà, un ensemble de menus auxquels vous allez ajouter le code. Donc, au début, je vais voir qu'il est préférable d'ajouter un menu d'authentification, c'est-à-dire pour accéder à l'application, l'utilisateur devrait saisir un login et un mot de passe. Ok, si le login et le mot de passe sont corrects, donc si les informations d'authentification sont justes, dans ce cas-là, on va ouvrir le menu ci-après. Alors pour le menu principal, donc vous avez 4 choix. Par exemple, vous avez la gestion des clients, ensuite vous avez la gestion des produits et puis la gestion des achats. Donc pour chaque structure, je vais ajouter un menu. Ok, gestion des clients pour gérer la structure des clients, gestion des produits pour gérer la structure produit et la gestion des achats pour gérer la structure acheté. Et finalement, il y a quitter, c'est-à-dire pour quitter l'application. Ensuite, je vais parler maintenant du premier choix. Par exemple, si l'utilisateur a choisi gestion des clients, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il aura un deuxième menu dans lequel il y a ajouter un client au début de la liste, 2. Ajouter un client à la fin de la liste. Donc là, c'est uniquement si j'utilise les listes simplement enchaînées. Par exemple, si j'utilise les piles ou bien les fils ou bien les arbres, je ne vais pas préciser l'endroit. Je vais lui dire ajouter un élément ou bien un client dans la liste ou bien ajouter un élément dans la pile, ajouter un client dans la file, ajouter un client dans l'arbre.
Ok? Donc là, parce qu'on a déjà vu dans le cours qu'on peut ajouter au début ou bien à la fin de la liste. Troisième choix, c'est afficher les clients. Donc le client, donc on peut afficher les éléments qu'on a dans la liste. Ensuite, il y a modifier les informations d'un client, supprimer un client, rechercher un client, enregistrer les informations de la liste dans un fichier et charger les informations du fichier dans la liste. Et puis retourner, c'est-à-dire retourner au menu précédent. Donc nous allons voir chaque menu ou bien chaque choix de manière séparée. Alors nous allons voir le premier, ajouter un client au début de la liste. En fait, le fait d'ajouter un client au début ou bien à la fin, c'est le même code. Donc vous allez avoir un menu ou bien le menu suivant. Vous allez demander à l'utilisateur d'entrer les informations du client. Vous allez lui demander d'entrer le code du client, le nom, le prénom et puis le téléphone. Donc, l'utilisateur va saisir les informations correspondantes et il va être ajouté à la liste. Mais il y a un critère ou bien un test que vous devez faire. Il faut chercher si le code du client n'existe pas déjà dans la liste. Parce que le code, comme vous l'avez remarqué, c'est une clé primaire. Il ne doit pas être répété sur ou bien dans la liste. Dans ce cas-là, avant d'ajouter un nouveau client avec un code nouveau, il faut vérifier que ce code-là n'existe pas déjà dans la liste. Parce que s'il existe, on devrait pas ajouter ce client. D'accord? Donc là, vous allez faire une recherche. Ou bien, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer une fonction qui s'appelle rechercher code. Et là, dans le code, dans la fonction d'ajouter, vous allez appeler la fonction de recherche. Ce n'est pas la peine d'écrire le code complet de la recherche. Je reprends. Donc l'idée, c'est, vous êtes tous d'accord qu'avant d'ajouter un nouveau client dans la liste, il faut rechercher si le code n'existe pas déjà. Donc, l'opération de recherche, il n'est pas vraiment préférable de faire le code de recherche à l'intérieur de la fonction ajoutée. Mais je vous conseille de créer une fonction séparée qui s'appelle rechercher code client. Et là, dans l'ajout, avant d'ajouter l'opération de recherche, vous allez appeler cette fonction de recherche qui va être exécutée à l'intérieur de la fonction d'ajouter un client au début de la liste. Comme ça, vous allez réduire le code de la quantité de code dans la fonction ajoutée va être réduite. C'est-à-dire, vous allez faire des appels, faire l'appel de la fonction recherchée, au lieu d'écrire le code complet de la fonction recherchée à l'intérieur de la fonction ajouter un client au début de la liste. En fait, j'espère que c'est clair. En fait, l'objectif, c'est la réutilisation des fonctions. Alors, donc pour ajouter un client, comme on l'a dit, il faut entrer les 4 informations suivantes et avant d'ajouter, il faut vérifier que le code n'existe pas déjà dans la liste. Alors, après avoir ajouté, bien sûr, un message devrait être affiché pour aviser l'utilisateur que l'enregistrement, bien pour l'ajout, a été réalisé avec succès. Et puis, il va retourner au menu précédent, c'est-à-dire il va revenir à ce menu-là, gestion des clients, pour donner à l'utilisateur le choix d'entrer un nouveau choix. Ensuite, il y a afficher les clients, donc c'est le troisième choix. Donc là, vous allez avoir un message, voilà les informations des clients qui se trouvent dans la liste. Et puis, vous allez avoir un tableau. Donc, vous pouvez tracer ce tableau avec des traits, donc vous le savez tous. Et puis, là, vous allez mettre le code du client, le nom du client, le prénom et le numéro de téléphone de tous les clients que vous avez dans votre liste. Donc, après avoir affiché, maintenant, vous allez revenir au menu gestion des clients. C'est ça, celui-là. C'est la gestion des clients. Après, il y a modification des informations d'un client. Alors, pour modifier les informations d'un client, on va demander à l'utilisateur de nous donner le code du client à modifier. C'est-à-dire, on va lui demander de nous donner le code. Et bien sûr, ce code-là, pour qu'on puisse modifier les informations correspondant à ce client, il faut vérifier que le code
du client existe déjà dans la liste. Donc, il faut rechercher si le code du client se trouve dans la liste. Donc, si le code se trouve dans la liste, dans ce cas-là, on va lui donner. Donc là aussi, pour la recherche du code, vous allez utiliser la fonction de recherche code. Ok. Ce n'est pas la peine de réécrire le code depuis le début. Ok, donc là, vous allez réutiliser la fonction de recherche code client. Et puis, vous allez entrer les nouvelles informations que vous souhaitez modifier, c'est-à-dire entrer un nouveau nom, un nouveau prénom et un nouveau numéro de téléphone. Alors, après avoir modifié, vous allez bien sûr afficher un message que les modifications se sont bien réalisées. En cas de succès, s'il y a un problème, vous lui dites que modification impossible. Et après, vous allez retourner au menu gestion des clients après la modification. Maintenant, il y a la suppression. Donc, si l'utilisateur a choisi sur le menu principal, ici, s'il a choisi supprimer un client, donc qu'est-ce qu'il va avoir? Donc, vous allez lui demander d'entrer le code du client à supprimer. Vous allez saisir votre code. Et là aussi, vous allez faire une recherche par code. Ok, ce n'est pas la peine de faire la recherche du code client encore une fois. Donc, vous pouvez appeler la fonction rechercher code client. Et puis, vous allez, s'il existe, vous allez supprimer. S'il n'existe pas, donc là, à la fin, vous allez afficher un message pour aviser l'utilisateur que la suppression s'est bien effectuée. Ou bien, si le message n'est pas, si le client n'a pas été supprimé, là aussi, vous allez afficher un message pour lui dire qu'il y avait un problème lors de la suppression du client. Et après avoir terminé la suppression, vous allez retourner au menu gestion des clients, c'est-à-dire celui-là. C'est ça le menu gestion des clients. Maintenant, on arrive à rechercher un client. Alors, pour rechercher un client, vous allez avoir plusieurs critères. Donc, vous pouvez rechercher un client par code, c'est-à-dire entrer le code et lui, il va vous donner les informations du client. Vous pouvez rechercher un client par nom, par prénom, par numéro de téléphone, ou bien vous pouvez annuler l'opération de recherche. Alors, on va prendre le premier choix. Voilà, rechercher un client par code. Donc là, vous allez entrer le code du client à rechercher. Ici, vous allez le saisir. Et puis, on va vous afficher un tableau qui contient tous les clients, ou bien normalement, c'est un seul client qui a ce code. Donc, il va vous afficher les informations du client qui a le code correspondant. OK? Donc, c'est cette fonction de recherche d'un client que vous allez utiliser plusieurs fois. Voilà, vous allez l'utiliser dans les opérations d'ajout, c'est-à-dire avant d'ajouter, vous allez faire une recherche par code. Aussi, pour la modification, vous allez rechercher par code. Ensuite, pour la suppression, vous allez rechercher un client par code. OK? Donc là, l'opération de recherche par code, du client par code, va être réutilisée plusieurs fois dans plusieurs autres fonctions. OK? Alors, après avoir affiché les informations du client dont le code est saisi par vous, donc vous allez retourner au menu gestion des clients, le menu précédent. Il y a à la fin, c'est pas la fin, mais avant la fin, vous avez un choix, enregistrer les informations de la liste dans un fichier. Donc, si vous vous rappelez, je vous ai dit que dans votre mini-projet, vous allez utiliser les fichiers. Donc, les fichiers vont être utilisés à ce niveau, c'est-à-dire après avoir entré plusieurs informations dans votre liste, c'est-à-dire les informations des clients dans votre liste, avant de quitter votre application, il est préférable d'enregistrer toutes les informations que vous avez dans la liste, les enregistrer dans un fichier. Pourquoi? Pourquoi l'opération d'enregistrement? Parce que à la nouvelle, c'est-à-dire si vous voulez faire une reconnexion à votre application, ce n'est pas la peine de commencer le travail depuis le début. Parce que lorsque vous ouvrez votre application pour la première fois, en fait, les listes sont vides. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que vous allez assurer une certaine continuité de travail sur les listes que vous avez déjà remplies.
C'est-à-dire, avant de quitter votre application, vous allez sauvegarder toutes les informations que vous avez saisies dans un fichier. Ok, ça c'est l'opération d'enregistrement. Donc vous allez enregistrer les informations de la liste dans un fichier. Donc là, vous allez entrer le nom du fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer les informations des clients. Ok, vous allez mettre le nom du fichier, et puis toutes les informations que vous avez dans votre liste vont être copiées dans le fichier. Comme ça, vous n'allez pas perdre les informations que vous avez déjà saisies. Et après, bien sûr, un message va être affiché pour aviser l'utilisateur que l'enregistrement dans le fichier s'est bien effectué. En cas de problème aussi, vous allez afficher un message. OK? Et vous allez revenir au menu gestion des clients. OK? Vous avez compris cette étape. Donc, l'objectif de cette étape, c'est de sauvegarder toutes les informations que vous avez dans votre liste pour ne pas les perdre. Donc, pour ne pas perdre les informations, le support de stockage des informations de manière permanente, c'est l'utilisation des fichiers. Alors maintenant, on va passer à l'opération inverse, c'est-à-dire le chargement des informations du fichier dans la liste. C'est-à-dire, là, c'est lorsqu'on fait une nouvelle connexion à notre application. On devrait faire quoi? On devrait lire les informations qu'on a dans le fichier et on va les copier dans la liste. Comme ça, on va continuer le travail qu'on a déjà commencé avant. OK? Donc là, on va charger dans la liste les informations qui se trouvent dans le fichier. C'est-à-dire, on va lire toutes les informations qu'on a dans le fichier et on va les remplir dans la liste. C'est-à-dire, toutes les informations des clients qu'on a déjà saisies, on va les mettre encore une fois dans la liste pour pouvoir continuer notre traitement, c'est-à-dire ajouter d'autres clients, faire la suppression, modification, recherche ou autre. Comme ça, on ne va pas devoir, à chaque connexion à l'application, de refaire le travail depuis le début. Parce qu'à chaque connexion, les listes sont vides. Et là, on va à chaque fois devoir euh, remplir notre liste pour faire les traitements. Donc là, pour gagner du temps, on peut copier toutes les informations qu'on a dans la liste, qu'on a dans le fichier. On va les copier dans la liste pour pouvoir continuer nos traitements. Donc, dans cette phase ici, on va entrer le nom du fichier à partir duquel vous souhaitez charger la liste des clients. Donc là, on va donner le nom du fichier. Et puis, toutes les informations qui se trouvent dans le fichier vont être copiées dans la liste. Et là, vous pouvez poursuivre les traitements sur votre liste des clients. Donc là, en cas de succès, donc vous allez afficher un message qui avise l'utilisateur que le chargement de la liste s'est bien effectué. En cas de problème aussi, vous allez afficher un message. Et après avoir terminé, vous allez retourner au menu gestion des clients, donc après l'enregistrement. Maintenant, on va parler du neuvième choix, c'est retourner. Donc si on revient ici, donc il y a le choix retourner. Donc avec retourner, il permet de retourner au menu principal. Menu principal, c'est qu'il vous donne le choix entre gestion des clients, gestion des produits, gestion des achats et quitter. C'est le menu principal. Voilà, donc voilà, c'est la gestion, bien les opérations qui concernent la gestion des clients. Pour la gestion des produits, c'est la même chose. En fait, vous allez avoir les mêmes tâches, les mêmes opérations, les mêmes tests que vous allez réaliser. Maintenant, je vais vous parler de la gestion des achats. Parce que du moment que c'est une table association entre la table client et la table produit, donc le traitement il est un peu différent. Donc, je vais vous parler de la gestion des achats tout de suite. Alors, pour la gestion des achats, voilà les choix qu'on va avoir. Donc, vous allez avoir ajouter un achat au début, ajouter un achat à la fin, afficher les achats, modifier, supprimer, rechercher, enregistrer les informations de la liste dans un fichier et puis charger la liste à partir du fichier et finalement retourner. Donc, nous allons commencer par le premier point, à savoir ajouter un achat au début de la liste. Donc, pour ajouter un achat au début de la liste, vous allez entrer les 4 informations suivantes. Ce sont les informations de la structure. Donc, vous allez entrer le code du client, le code du produit, la date et la quantité. Voilà, il y a un critère que vous devez vérifier. Voilà, il faut que le code du client
Donc le code du client que vous voulez ajouter, il faut qu'il existe dans la liste des clients. OK? Donc maintenant, vous voulez réaliser un achat ou bien ajouter un achat dans la liste des achats. Donc là, il faut, avant d'ajouter ce nouvel achat, il faut vérifier que le client existe déjà dans la liste des clients. Parce que vous ne pouvez pas réaliser l'achat d'un client qui n'existe pas chez vous. OK? C'est l'explication de la relation association. Donc tous les attributs qui se trouvent dans la table association doivent exister dans les tables originales. C'est-à-dire le code du client doit déjà exister dans la liste des clients. Aussi, le code du produit doit exister dans la liste des produits. Donc avant de faire l'ajout, il faut vérifier bien les valeurs de ces deux attributs. Il faut que le code du client existe dans la table client ou bien dans la liste client et le code du produit doit exister dans la liste des produits. Si l'un des deux n'existe pas, donc vous ne pouvez pas réaliser l'ajout d'un achat. D'accord? Donc pour ajouter un achat, il faut que le code du client et le code du produit existent dans les listes clients et les listes produits respectivement. D'accord? Donc supposons que les deux codes existent dans les listes correspondantes. Maintenant c'est bon, je vais ajouter et puis je vais retourner au menu gestion des achats, c'est-à-dire je vais retourner au menu précédent, celui-là. Ensuite, donc il y a l'ajout, il y a l'affichage, donc c'est tout à fait normal. C'est comme l'affichage des informations des clients. Voilà, maintenant on va passer pour modifier. Donc pour modifier les informations d'un achat, il faut entrer le code du client à modifier ainsi que le code du produit à modifier. Il faut entrer ces deux informations. Et là aussi, il faut vérifier que le code du client et le code du produit existent dans la liste des achats. Voilà, ces deux informations et doivent exister, ou bien doivent figurer comme un tuple, bien comme un enregistrement dans la liste des achats. Alors, si cet enregistrement-là existe dans la liste des achats, dans ce cas-là, vous allez pouvoir modifier la date de l'achat et modifier aussi la quantité du produit que vous avez acheté. Alors, une fois terminé, donc vous allez afficher un message que la modification s'est bien réalisée et puis vous allez retourner au menu gestion des achats. Maintenant, il y a la suppression, supprimer les informations d'un achat. De la même manière, donc vous devez entrer le code du client à supprimer ainsi que le code du produit. Donc les deux informations, il faut que les deux informations existent dans un tuple dans la liste des achats. OK? Alors si les deux informations existent dans la liste des achats, maintenant vous pouvez faire la suppression. Donc là, vous allez aussi afficher un message que la suppression que c'est bien réalisé. S'il y a un problème, vous allez dire qu'il y a un problème de suppression. Finalement, vous allez retourner au menu précédent, c'est-à-dire la gestion des achats. Maintenant, pour la recherche, rechercher un achat. Donc là aussi, vous allez rechercher par code. Donc vous pouvez entrer le code du client ou bien rechercher par code du produit, rechercher par date, rechercher par quantité ou bien vous pouvez annuler l'opération, c'est-à-dire annuler l'opération de recherche. OK? Donc c'est la même chose que la recherche d'un client par code. Donc là aussi, vous allez entrer le code de l'achat que vous voulez réaliser. Donc vous allez entrer le code du client et vous allez avoir les informations correspondantes, code client, code du produit, la date et la quantité. Donc là, vous pouvez avoir plusieurs choix. Et après avoir réalisé l'affichage, vous pouvez retourner au menu gestion des achats. Pour annuler l'opération, donc si vous choisissez annuler l'opération, donc là vous allez revenir au menu précédent, c'est-à-dire le menu de gestion des achats, c'est-à-dire retourner à celui-là.
Bien sûr, pour enregistrer les informations de la liste dans un fichier, donc cela permet de copier toutes les informations que vous avez dans la liste des achats, vous allez les copier dans un fichier. Et pour l'opération 8, charger les informations du fichier dans la liste. Donc là aussi, c'est l'opération inverse. Vous allez copier toutes les informations que vous avez dans le fichier des achats dans la liste des achats. Voilà. Et pour l'opération de retourner, donc vous allez revenir au menu principal, c'est-à-dire dans lequel vous avez gestion des clients, gestion des produits et gestion des achats. Alors c'est ainsi que prend fin cette petite présentation. J'espère que c'était clair et l'idée est plutôt... Vous avez bien compris comment vous devrez réaliser votre mini-projet et je vous souhaite bon courage.